Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle du salon de Dame Mead, où Miss Jane Marple était confortablement installée dans son fauteuil préféré, un modeste tambour à broder posé sur ses genoux. Le jardin, au-delà des fenêtres, resplendissait des couleurs éclatantes de la fin du printemps. Lavande, pivoine et les précieuses roses de Miss Marple, toutes en pleine floraison, défiant avec douceur un monde moderne qui oubliait trop souvent la beauté tranquille des choses simples. Sa domestique, Cherry Baker, entra d'un pas vif, portant un plateau d'argent sur lequel reposait une théière et 2 tasses, qu'elle déposa avec son efficacité habituelle. Miss Marple, toujours occupée à enfiler son aiguille, leva les yeux en souriant. « Merci, Cherry, » dit-elle avec la délicatesse qui lui était propre. « Je pense que la journée sera encore bien chaude. » Cherry hocha la tête. « Vous savez ce que dit le révérend Caltrop, madame. Quand les abeilles se taisent, le ciel se déchaîne. Mais entre nous, je trouve que les abeilles sont mieux élevées que la moitié du village. » Miss Marple eut un petit rire léger. St. Mary Mead a toujours été animée. Il suffit simplement de savoir écouter. Elle sirota son thé avec l'aisance d'une femme ayant depuis longtemps maîtrisé l'art de la patience. Elles parlèrent de la fête paroissiale à venir. Un événement annuel connu moins pour son caractère religieux que pour les rivalités féroces qu'il suscitait autour des génoises et des confitures. Mais sous la politesse de leur conversation coulait un courant bien plus captivant, celui des ragots du village. Quelqu'un avait vu le neveu de Miss Partridge sortir furtivement du bureau de poste après la fermeture. On avait entendu monsieur Tomkins, le maraîcher, se disputer avec sa femme derrière leur échoppe. Autant de détails, en apparence insignifiants, mais qui, dans l'esprit de Miss Marple, avaient leur importance. De son expérience, c'était toujours par les plus petites fissures que s'infiltrait l'obscurité. À midi, la rue principale bourdonnait de murmures discrets. Les villageois allèrent de boutique en boîte aux lettres avec l'attitude exagérément posée de ceux qui prétendent que tout est parfaitement normal, alors que bien sûr, ce ne l'était pas. Depuis près d'une semaine, St. Mary Mead subissait des coupures de courant intermittentes, toutes survenant après la tombée de la nuit et durant parfois quelques minutes, parfois plus d'1 heure. À la mercerie de Miss Bartlett, les spéculations fleurissaient aussi facilement que sa vitrine. « C'est la faute du conseil municipal », déclara Miss Bartlett en pinçant les lèvres. « Il bricole ses nouveaux boîtiers électriques. » « Ou un sabotage », proposa Mr. Simpkins, ancien instituteur. « Vous vous souvenez sûrement de ce type, dans le Gloucestershire, qui avait plongé toute la paroisse dans le noir, par pure vengeance après avoir été licencié. » Cherry rapporta ses conversations le soir même, de retour des courses. Miss Marple l'écouta en silence, posant son tricot pour jeter un œil par la fenêtre. « Il n'y a jamais rien eu de mal à la lumière des bougies, » observa-t-elle. « Mais les gens ont souvent des comportements étranges dans l'obscurité. » Elle se remémora comment, pendant le Blitz, les voisins s'étaient retournés les uns contre les autres pour de simples bruits ou des rations volées. L'obscurité avait une étrange manière de faire remonter l'imagination et la conscience. L'agent Evans, jeune policier du village, zélé mais peu expérimenté, avait été aperçu posant des questions près de l'ancien central téléphonique. Mais jusqu'à présent, il n'avait aucune réponse. Pendant ce temps,
Une inquiétude sourde se propageait dans le village, comme une fumée insidieuse. La panne de courant n'était pas qu'un désagrément. C'était une perturbation de la routine, et dans un lieu comme sain. Mary Mead, ces perturbations n'étaient jamais sans conséquences. Le 5e soir, alors que l'horloge du village sonnait 9 heures, les lumières s'éteignirent à nouveau. Tout commença par un léger vacillement. Les lampes s'atténuèrent, les radios grésillèrent, avant que toute la rue ne soit plongée dans le silence. Les fenêtres, autrefois illuminées par la chaleur du quotidien, devinrent de sombres rectangles contre le gris doux de la brume du soir. Au loin, un chien aboya, puis plus rien. Un de ces silences qui vous incitent à écouter. Impassible, Miss Marple attrapa le chandelier en laiton, posé sur la console du couloir. « Voilà », murmura-t-elle pour elle-même, allumant la bougie avec la précision tranquille d'une femme depuis longtemps, habituée aux temps incertains. De l'autre côté de la rue, la silhouette de la maison de Miss Lavinia Pinkerton se dessinait faiblement sous les étoiles. Solitaire, Lavinia s'était faite de plus en plus discrète depuis la mort de sa sœur. Miss Marple avait l'habitude de la voir tirer ses rideaux à la même heure chaque soir, mais ce soir-là, rien ne se produisit. La maison resta figée. Le lendemain matin, les nouvelles se répandirent comme de la mélasse. Miss Lavinia Pinkerton avait été retrouvée au pied de son escalier, morte. Une chute tragique, disait-on, très probablement causée par l'obscurité. Mais Miss Marple, posant son ouvrage de côté, sentait déjà poindre en elle une légère méfiance. C'était trop propre, bien trop propre. Il était un peu plus de 7 heures lorsque la jeune Molly Carter, la bonne qui venait chaque matin préparer le petit déjeuner de Miss Pinkerton et balayer l'âtre, sortit en hurlant dans la rue. Ses cris transpercèrent l'air humide, réveillant une bonne partie du voisinage avant même que le laitier ait fini sa tournée. Lorsque l'agent Evans arrive, la petite maison en briques, en bordure de Saint Mary Mead, était remplie de murmures sourds et de regards inquiets. Lavinia Pinkerton, vieille fille, à la réputation irréprochable et à l'œil aiguisé, gisait au pied de son escalier, la tête tordue dans un angle anormal. Elle n'était morte que depuis peu. Une lampe à pétrole renversée reposait juste à côté du corps. La rampe de l'escalier portait une entaille nette dans le vernis, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait heurtée. Mais aucun signe évident de lutte. L'hypothèse, avancée dès les premières minutes et répétée sans relâche, était que la panne de courant avait causé une malheureuse victime. Pas de lumière, pas d'équilibre, aucune chance. Mais alors même qu'Evans prenait des dépositions et que le docteur Grant déclarait la cause du décès comme étant très probablement une chute mortelle, Miss Marple, mise au courant par Chéri, avant même le petit déjeuner, avait déjà entamé sa discrète réflexion. Car bien que Lavinia n'ait jamais été chaleureuse ni sociable, elle n'était pas imprudente, et certainement pas du genre à laisser un escalier non éclairé. Les accidents, Miss Marple le savait, arrivaient, mais rarement en un tel alignement parfait avec les troubles du village et une obscurité si opportune. Ce même après-midi, sous le prétexte parfaitement acceptable de porter des fleurs et ses condoléances, Miss Marple se rendit au cottage de la défunte Miss Pinkerton. Le docteur Grant et l'agent Evans étaient encore sur place, s'occupant des formalités et autres nécessités pratiques. L'air à l'intérieur était chargé de poussière et d'une légère odeur chimique. Les yeux de Miss Marple, discrets mais vifs, parcoururent le salon avec une précision tranquille. Rien ne semblait déplacé. Un châle, à moitié tricoté, reposait dans un panier.
des lettres non ouvertes sur la cheminée, une tasse de thé refroidie près d'un roman policier de poche. Puis son regard s'attarda sur le radiateur à gaz dans un coin de la pièce. Sa veilleuse clignotait faiblement. Elle comprit immédiatement. Lavinia avait toujours détesté les chauffages à gaz. Ça sent toujours la fuite, avait-elle un jour déclaré lors d'une réunion de l'Union féminine. Elle préférait le chauffage central, installé après la mort de sa sœur. Une modernité dont elle était très fière. Alors pourquoi le radiateur à gaz était-il allumé? Miss Marple ne dit rien, mais conserva soigneusement l'observation dans un coin de son esprit. De son expérience, une seule incohérence valait mieux qu'un millier d'alibis tonitruants. Ce n'était pas seulement la présence du radiateur qui la troublait. C'était que quelqu'un avait pensé que personne ne remarquerait son utilisation. Et bien peu de gens connaissaient les véritables sentiments de Lavinia à propos du gaz. Le soir venu, le village bourdonnait de spéculations comme une ruche en juin. Mais sous le bourdonnement apparent, une tension sourde régnait. Ce n'était pas du chagrin. Lavinia était respectée, non aimée, mais quelque chose de plus tranchant, de plus incertain, comme si sa mort avait ravivé des braises que l'on croyait éteintes depuis longtemps. Edmond Drake, son neveu, arriva ce jour-là, en fin d'après-midi. Un homme mince, bien habillé, mais au visage peu expressif. Il affirma être revenu d'Afrique du Sud une semaine plus tôt, et s'exprima avec un chagrin de circonstance qui ne parvint pas à émouvoir même la bienveillante Miss Partridge. « Pauvre tante Lavinia, dit-il avec un sourire crispé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais c'était toujours une femme de principe. On racontait qu'il hériterait du peu que Lavinia possédait, quelques obligations, un petit fonds de placement et le cottage. Mais peu de gens savaient à quel point leur relation avait été tendue, ni pourquoi. Miss Béatrice Blackwood, la compagne de maison de Lavinia, et sorte d'infirmière, semblait véritablement bouleversée. Femme replète d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et aux gestes trop discrets. Elle restait proche de la bouilloire et parlait très peu. Mais Miss Marple remarqua combien de fois elle jetait un coup d'œil vers l'escalier, comme si elle se forçait à ne pas regarder. Le révérend Calthorpe, dont les sermons avaient autrefois inspiré les dons de Lavinia aux œuvres caritatives, affichait un air grave, bien que ses yeux m'aient brillé furtivement lorsqu'Edmond prit la parole. Et puis il y avait Madame Partridge, qui affirma avoir vu quelqu'un rôder près du portail de Lavinia la veille au soir. Une silhouette, vous savez, comme un homme ou une femme corpulente en pantalon, difficile à dire, dans le noir. Miss Marple, écoutant depuis un coin de la pièce, hocha poliment la tête. Son esprit, toutefois, avait déjà commencé à tisser ses fils. Quelqu'un avait eu peur. Quelqu'un avait fait un choix. Il était bien connu à Seine, Mary Mead, que Miss Marple n'allait jamais quelque part sans fleurs, surtout en période de deuil. Le bouquet qu'elle portait ce matin-là, modeste et attentionné, principalement lavande et myosotis, lui permit d'entrer sans difficulté dans le cottage Pinkerton, désormais enveloppé de silence et de chagrin. Miss Blackwood l'accueillit à la porte, les yeux rouges et la voix tremblante. Miss Marple présenta ses condoléances, qui furent reçues avec une reconnaissance murmurée, et après quelques paroles douces, elle fut invitée à entrer. L'agent Evans circulait encore dans le couloir, carnet à la main, et salua Miss Marple avec la gaucherie de la jeunesse. Je me suis dit qu'il valait mieux rendre mes hommages avant que les arrangements funéraires ne soient décidés, dit simplement Miss Marple, déposant les fleurs sur la table d'appoint. Pauvre Miss Pinkerton, si soudain, et dans le noir en plus.
Une sacrée frayeur, murmura Mrs. Blackwood. Je suis descendue le matin et je l'ai trouvée comme ça. Elle a dû rater une marche. Miss Marple acquiesça. Son regard se posa doucement sur le salon, pas d'une manière évidente, mais avec l'attention naturelle de celle entraînée depuis des années par les mailles perdues et les scandales de salons de thé. Elle vit l'endroit usé sur la moquette de l'escalier, mais aucun signe réel de lutte, aucun désordre, aucun meuble renversé. Une chute, oui, mais une chute nette, trop nette. Evans traversa le salon, les sourcils froncés, puis sortit par la porte arrière, laissant les deux femmes seules. Miss Marple laissa le silence s'installer. « C'est étrange, » dit-elle doucement. Lavinia avait toujours eu un pas très sûr. Même enfant, elle ne trébuchait jamais sur une marche qu'elle avait montée 100 fois. Alors que Miss Marple avançait lentement vers l'escalier, elle s'arrêta, brièvement, mais de manière significative. Là, éparpillé sur le sol, juste à côté de la 4e marche, se trouvait un petit flacon brun, à l'étiquette à moitié arrachée, le bouchon desserré et quelques comprimés blancs répandus comme des miettes de pain. Miss Blackwood fut rapide à réagir. Son somnifère. Il lui arrivait d'en prendre un quand elle n'arrivait pas à dormir. J'imagine qu'elle l'avait dans la main et l'a lâché en tombant. « Oui, » répondit Miss Marple, « quoique ce serait curieux, n'est-ce pas, de le prendre depuis la chambre pour ne l'ouvrir qu'en haut des escaliers ?» Elle dit cela sans accusation, plutôt comme une pensée à voix basse, et reporta son regard sur l'espace autour d'elle. Aucun signe de déversement, aucune trace de main sur la rampe, aucun tapis coincé sous le pied. Tout semblait arrangé. L'attention de Miss Marple se porta ensuite sur la cheminée du salon, un endroit que Miss Pinkerton avait toujours décoré avec une rigueur méticuleuse. Pourtant, un vide, à peu près de la taille d'un cadre photo, détonnait au milieu du bric-à-brac familial, soigneusement astiqué, comme une dent manquante. « C'est étrange, » dit-elle à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Miss Blackwood leva les yeux. « Pardon ?» La photographie que Lavinia gardait toujours de sa sœur et... Oh, quel était le prénom de l'enfant? Quelque chose de français. « Claire ?» répondit Miss Blackwood d'un ton raide. Elle a dû être retirée pour être nettoyée. « Bien sûr, » acquiesça Miss Marple en se tournant de nouveau vers le salon. Bien que Lavinia n'ait jamais été du genre à laisser la poussière s'installer sur la famille. Il n'y eut ni affrontement, ni accusation dramatique, seulement une goutte d'eau tombant sur la pierre, usant lentement sa surface. Edmund Drake arriva plus tard dans l'après-midi dans une voiture de location, vêtu d'un costume gris taillé sur mesure, une cravate sombre et des chaussures fraîchement cirées. Il offrit des hochements de tête solennels à ceux qui le saluaient, bien que son chagrin semblât légèrement mécanique, comme un homme répétant les gestes du deuil sans les ressentir. Miss Marple, discrètement assise sur un banc de l'église où elle rangeait parfois les recueils de cantiques, l'observait en silence. Elle avait connu Edmond d'enfant, agité, maussade, souvent mêlé à de petits vols ou à des remarques déplacées. Lavinia l'avait envoyé à l'étranger des années auparavant, espérant que la distance améliorerait son caractère. Cela n'avait pas été le cas. À présent, il revenait, à peine quelques heures après que la mort de sa tante eut fait le tour du village, posant des questions précises sur ses affaires et ses biens personnels. « J'imagine qu'il y a un testament », dit-il au révérend Caltrop, qui l'intercepta après les prières du soir. Tante Lavinia a toujours été très pointilleuse sur les aspects juridiques. Le vicaire répondit avec prudence. « En effet,
bien que je croie que le notaire n'ait pas encore confirmé le contenu de la version la plus récente. » Edmond émit un petit grognement indifférent et détourna le regard, observant le jardin des Pinkerton comme s'il en évaluait la valeur. Miss Marple s'approcha d'un pas léger. « Quelle triste affaire, monsieur Drake. Cela doit être difficile de revenir dans de telles circonstances. » Il la regarda avec une lueur de mépris poli. « C'est certain. Et pourtant, poursuivit-elle, les liens familiaux ont une façon bien curieuse de se révéler, au meilleur ou au pire moment. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Edmond se demander si ces paroles relevaient d'une gentille banalité ou d'un avertissement discret. Le lendemain, Miss Marple se retrouva de nouveau au cottage des Pinkerton, cette fois sur invitation de Mrs. Blackwood pour une tasse de thé. L'invitation avait été formulée avec une étrange urgence, comme si Mrs. Blackwood voulait se montrer coopérative ou simplement visible. Le thé était fort et amer, servi dans une tasse en porcelaine fêlée. Les mains de Mrs. Blackwood tremblaient légèrement en versant, bien qu'il fût difficile de dire si c'était par nervosité ou habitude. « Elle était toujours si pointilleuse, » dit la femme en jetant un regard autour du salon. « Miss Lavinia, je veux dire. Très stricte, très rigide. Pas facile à satisfaire, à vrai dire. » Miss Marple esquissa un sourire doux. « Ah, mais parfois, ces femmes-là sont les plus simples à comprendre. Leurs attentes sont prévisibles. » Miss Blackwood eut un petit rire, vite étouffé. « C'est possible, mais travailler pour elle n'a jamais été facile. Et dernièrement, eh bien, elle n'était plus elle-même. »« En quel sens ?» demanda doucement Miss Marple. Elle était distraite. Elle écrivait des lettres, faisait des listes, brûlait de vieux papiers dans la cheminée. Une fois, je l'ai surprise, en train de regarder une photo en pleurant. Elle s'est emportée quand je lui ai demandé si elle se sentait mal. Miss Marple but une gorgée de thé, observant le visage de la femme. La tension se lisait désormais dans son regard, dans le léger tremblement de ses lèvres. « Le chagrin est étrange, » dit-elle doucement, « ou la culpabilité. Les deux se ressemblent souvent. » Miss Blackwood ne répondit pas, mais ses yeux se plissèrent, presque imperceptiblement. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple croisa le révérend Calthrop dans le cimetière, où il s'occupait des nouveaux rhododendrons plantés près de la sacristie. « Je me doutais que je vous trouverais ici, » dit-elle. « Les hortensias sont superbes. » Le vicaire leva les yeux, ôtant ses gants avec un petit sourire. « L'œuvre de Dieu est plus patiente que celle des hommes, Miss Marple. Même si, je l'avoue, je suis un peu fier de ceux-ci. » Elle acquiesça, puis ajouta doucement. « J'ai entendu dire que Lavinia envisageait de modifier son testament. Vous en a-t-elle parlé ?» Le vicaire hésita, non par culpabilité, mais de cette manière particulière que les hommes d'Église adoptent lorsqu'ils pèsent la confidentialité. « Oui, » admit-il, enfin. « Pas dans les détails, bien sûr, mais elle est venue me voir, il y a 2 semaines, visiblement bouleversée. Elle m'a dit qu'elle avait commis des erreurs par le passé et qu'elle comptait les réparer. Elle a mentionné sa famille. » Il hocha la tête. Pas de nom. Elle a seulement dit qu'il y avait quelqu'un qui méritait davantage, plus que ceux qui ne faisaient que s'attendre à recevoir. Les yeux de Miss Marple ne quittèrent pas son visage, et elle semblait déterminée. Très certainement. Je l'ai encouragée à parler à son notaire. Elle m'a promis qu'elle écrirait une lettre pour expliquer, mais elle n'a jamais dit à qui. Miss Marple incline légèrement la tête. Le problème avec la vérité, révérend, c'est qu'elle meurt souvent plus discrètement que le mensonge. Le vicaire soupira.
comme si le poids de la connaissance était plus lourd que des pelletées de terre. Parmi toutes les langues du village, celle de Mrs. Partridge était la plus inlassablement active. Miss Marple la croisa près du bureau de poste, assise avec une solennité théâtrale sur le banc, jouxtant la boîte aux lettres, enveloppée dans son éternel châle écossais. « Quelle affaire, Jane, quelle agitation !» dit-elle avant même que Miss Marple ne s'assoie. Et cette pauvre Lavinia, allongée froide avant l'heure. « Oui, » répondit calmement Miss Marple. « Vraiment terrible. Bien que l'on puisse se demander si c'était vraiment avant l'heure. » Miss Partridge renifla, jeta un regard des deux côtés de la rue, puis se pencha. « Je ne devrais pas le dire, vraiment, je ne devrais pas, mais tant pis. Je crois qu'elle savait quelque chose de très grave. » Miss Marple émit un léger son d'encouragement poli. « Elle m'a dit une fois, » murmura Mrs. Partridge, « que le passé n'était pas aussi enterré qu'il y paraissait. Ce sont ses mots exacts. J'ai cru qu'elle parlait de sa sœur défunte, mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. A-t-elle dit ce qu'elle voulait dire? Non, non. Mais elle écrivait des lettres, elle faisait de longues marches jusqu'au bureau de poste, toujours avec ce petit sourire crispé, et je suis presque certaine qu'elle a eu une dispute avec Mrs. Blackwood jeudi dernier. Les voix ont été élevées. » Miss Marple incline la tête. On peut se demander quel secret l'obscurité révèle à la lumière. « Oh oui, » dit Mrs. Partridge, les yeux brillants. « Surtout quand quelqu'un a si terriblement peur de ce qu'on pourrait découvrir. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Danmed, Miss Marple était assise tranquillement près du feu, les mains posées sur un petit carnet dans lequel elle n'écrivait jamais. Ce n'était pas son style de gribouiller, mais plutôt de réfléchir, trier, organiser, relier doucement les fils que les autres ne voyaient pas. Elle pensa d'abord à Madame Blackwood, les mains trop calmes, le tic au coin de la bouche, l'invitation au thé, trop empressée pour être innocente. Son explication au sujet de la photo manquante avait été pour le moins vague. L'affection de Lavinia pour la fille de sa sœur était réelle. Retirer cette image de la cheminée semblait trop délibéré pour être accidentel. Et le chauffage au gaz, bien sûr, ce maudit chauffage, continuait de la tracasser. Puis il y avait Edmund Drake, posé, calculateur, mais sans chaleur. Son retour à Saint. Mary Mead était opportun, peut-être un peu trop. Avait-il reçu une lettre? Était-il convoqué ou simplement opportuniste? Et le révérend Calthorpe, honnête, bienveillant, et pourtant encore retenu. Son aveu concernant le testament était important. Si Lavinia avait été sur le point de modifier ses volontés, cela pouvait bouleverser bien des attentes. Miss Partridge, avec tous ses défauts, mentait rarement. Exagérée, certes, mais son histoire de lettres mystérieuses et de voix élevées faisait écho à d'autres indices. Miss Marple songea aux pilules. Pas en quantité mortelle, peut-être, mais tout de même révélatrices. Pourquoi étaient-elles éparpillées, mais non renversées? Et pourquoi Lavinia, si méticuleuse, aurait-elle porté son médicament à la main en montant les escaliers? Les pièces se déplaçaient dans son esprit comme des pions d'échecs, chacune occupant une case, attendant qu'elle distingue la forme de la partie. Elle n'avait pas encore le tableau complet, mais elle en percevait le ton, le rythme, la tension sous-jacente. Quelqu'un à Saint. Mary Mead n'avait pas seulement craint Lavinia Pinkerton, cette personne avait eu besoin de la faire taire. Pas violemment, ni dans un accès de colère, mais avec soin, froidement. Miss Marple but une gorgée de thé, aussi chaleureuse et précise que toujours. L'assassin, pensa-t-elle,
ne s'était pas encore véritablement montré au grand jour. Il était 9h30 lorsque Miss Marple passa devant le presbytère sur le chemin du retour, après une réunion du cercle féminin. La nuit était exceptionnellement calme, la panne de courant laissant les rues plus sombres qu'à l'ordinaire, bien qu'une faible lumière brillât du côté de la salle paroissiale, où une vieille lampe à gaz vacillait. Là, assise sur un petit banc près du portail du presbytère, se trouvait Mrs. Blackwood. Elle ne remarqua pas immédiatement Miss Marple. Son visage était enfoui dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Ce n'était ni théâtral, ni fun. C'était le genre de chagrin qui prend les gens lorsqu'ils sont seuls, quand personne n'est censé regarder. Miss Marple, toujours discrète, s'apprêtait à rebrousser chemin quand la femme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. « Oh !» dit Miss Blackwood, redressant rapidement son manteau. « Je prenais juste l'air. La maison me semble terriblement vide. »« C'est tout à fait compréhensible, » dit doucement Miss Marple. « Le silence de l'absence peut résonner bien plus fort qu'on ne l'imagine. » Miss Blackwood tamponna son visage avec un mouchoir, puis se leva. « Pardonnez-moi, Miss Marple, je n'ai pas l'habitude Enfin, je n'aime pas faire de scènes. »« Moi non plus, » répondit Miss Marple, « mais j'ai toujours trouvé que les larmes sont souvent plus sincères que les mots. » L'infirmière hocha la tête, brièvement, puis s'éloigna dans l'ombre. Miss Marple resta un moment de plus, observant la lueur faiblir. Des larmes, oui. Mais pourquoi ou pour qui? Le lendemain matin apporta une nouvelle inattendue. Edmund Drake avait l'intention de quitter Saint Mary Mead avant la fin de la semaine. L'annonce fut faite lors d'un bref échange sur la pelouse du village, où il se tenait près de sa voiture de location, discutant à voix sèche avec l'agent Evans. « J'ai des affaires urgentes à Londres, » dit-il en allumant une cigarette. « Du travail à régler. Tante Lavinia n'aurait pas voulu que je m'attarde inutilement. » L'agent Evans, manifestement incertain de la réponse à apporter, hocha vaguement la tête. « Bien sûr, monsieur. » Bien que nous n'ayons pas encore officiellement clos l'enquête sur son décès, à proprement parler, une malheureuse chute dans le noir, répondit froidement Edmund. C'est bien ce que l'on suppose, non? Miss Marple, arrivée juste à temps pour entendre, offrit son sourire habituel. Peu de choses sont supposées à Saint Mary Mead sans inspection, dit-elle avec légèreté, et certaines chutes, même si elles semblent simples, sont rarement dénuées de signification. Il se tourna vers elle avec un léger rictus. « Vous pensez qu'il y a plus que ça, Miss Marple? »« Oh, je pense qu'il y a toujours plus, Monsieur Drake. La vie est bien trop complexe pour se contenter de simplicité. » Il laissa tomber sa cigarette, l'écrasant sous une chaussure bien cirée. « J'espère sincèrement, pour le bien de tous, que nous ne poursuivons pas des ombres, » dit-il. « Non, » répondit Miss Marple en se détournant. « Mais le problème avec les ombres, c'est qu'elles désignent souvent ce qui bloque la lumière. » Elle ne se retourna pas en s'éloignant, mais derrière elle, Edmund restait étrangement immobile. C'était toujours intéressant, pensa-t-elle, de voir combien certains cherchaient à disparaître rapidement. Ce fut l'agent Evans qui fit la découverte, presque par accident, en triant les affaires dans le petit meuble près de l'escalier chez Miss Pinkerton. Un flacon brun, identique à celui retrouvé près du corps, était soigneusement rangé sous une pile de linge plié, mais celui-ci portait une étiquette parfaitement lisible, prescrit à Mrs. Béatrice Blackwood, 15 mg, somnifère, à prendre au besoin. Il le montra à Miss Marple le lendemain, visiblement perplexe. « Je ne comprends pas, dit-il.
Ce sont les mêmes comprimés, c'est sûr. Mais pourquoi le médicament de Miss Blackwood se trouverait-il parmi les affaires de la défunte? Miss Marple tourna lentement le flacon dans ses mains. L'avez-vous interrogée? Evans acquiesça. Elle affirme que Miss Lavinia lui en demandait parfois un, pour l'aider à dormir, qu'elle les gardait à portée au cas où elle serait appelée pendant la nuit. Miss Marple hocha pensivement la tête. Très plausible, mais curieux tout de même. Elle tourna son regard vers le village, où le vent agitait les haies, et où le ciel avait ce gris terne typique de la fin du printemps. « Voyez-vous, agent, dit-elle, Lavinia était d'une rigueur remarquable quant à ce qu'elle consommait. Je me souviens qu'elle avait refusé des biscuits au cercle féminin, parce qu'ils étaient faits avec de la margarine. Aurait-elle pris la prescription de quelqu'un d'autre? Evans fronça les sourcils. Peut-être qu'elle ne savait pas. Miss Marple esquissa un léger sourire. Ou peut-être savait-elle très bien, et les refusait, ce qui rend la présence des comprimés à ses côtés d'autant plus intrigante. Evans se gratta la tête. Vous pensez qu'ils ont été placés là exprès? Je pense que quelqu'un voulait que nous pensions que Lavinia était négligente, mais elle ne l'était pas. Et la diversion, dit Miss Marple doucement, est souvent le premier signe d'un acte soigneusement orchestré. 2 jours plus tard, monsieur, Pritchard, le notaire du village, aux cheveux gris, clairsemés et au gilet éternellement taché, vint rendre visite à l'agent Evans, demandant un entretien privé. Ce qu'il apporta était inattendu. Une lettre, prétendument écrite par Miss Lavinia Pinkerton, quelques jours avant sa mort. « Elle est arrivée par la poste », expliqua-t-il en la posant sur la table. « Datée du lundi précédant sa chute, elle m'instruit de préparer un nouveau testament. Le contenu reste vague. Elle mentionne un changement de bénéficiaire, mais sans citer de nom. » Evans, intrigué, confia la lettre à Miss Marple lorsqu'elle passa plus tard dans la matinée. L'écriture ressemblait à celle de Lavinia, du moins à première vue. Mais Miss Marple remarqua des boucles légèrement plus rondes, une pression plus marquée sur les lettres descendantes. « Elle était précise, » murmura Miss Marple, « en toute chose. Ceci manque de sa rigueur habituelle. » Evans fronça les sourcils. « Vous pensez que c'est un faux. Je pense que c'est une tentative pour imiter son style, mais que ce n'est pas tout à fait elle. » Elle tapota doucement le papier. Et il faut se poser la question. Si elle avait vraiment l'intention de modifier son testament, pourquoi n'est-elle pas retournée voir son notaire? Pas de conversation, pas de copie conservée chez elle? M. Pritchard était tout aussi perplexe. Mais alors, ajouta Miss Marple doucement, si quelqu'un craignait qu'elle ait changé son testament, il aurait tout intérêt à prouver le contraire ou à semer la confusion. Elle rendit la lettre pensive. Un faux, cher agent, c'est comme du maquillage. Ça peut améliorer une ressemblance, mais jamais créer un vrai visage. Les rumeurs commencèrent discrètement, comme toutes les choses puissantes à Sainte Mary Mead. Ce fut Mrs. Nettleton qui souleva la question, au cours d'une partie de bridge animée au cercle des dames. Entre 2 levées et une tasse de thé, elle lança, d'un ton presque désinvolte, qu'elle avait vu quelqu'un rôder près de la maison de Miss Pinkerton le soir de la panne. « Un homme, dit-elle, grand, ou en tout cas plus grand que moi. Je n'ai pas vu grand-chose dans l'obscurité, mais j'ai trouvé cela étrange. » Poussée gentiment par Miss Marple plus tard dans la journée, Miss Nettleton se fit un peu plus précise. « J'ai cru que c'était le révérend Caltrop, » admit-elle, confuse. « Il passe parfois par là. Mais bien sûr, je peux me tromper. »
Miss Marple aborda le sujet avec sa délicatesse habituelle lorsqu'elle croisa à nouveau le vicaire. « J'espère que vous n'avez pas été surpris par cette affreuse panne de courant, révérend. » Il parut étonné. « Mon Dieu, non. J'étais dans mon bureau toute la soirée. Je triais les cantiques pour dimanche. Mrs. Calthorpe peut en témoigner. Et vous n'êtes soit pas sorti du tout? » Juste brièvement, pour aller chercher le chien sur le perron. Miss Marple hocha poliment la tête, mais son esprit s'éloigna. Non pas parce qu'elle soupçonnait le vicaire, c'était un homme de conscience douce, mais parce que quelque chose dans la contradiction l'intriguait. Les gens oubliaient souvent ce qu'ils faisaient dans l'obscurité, surtout lorsqu'ils pensaient que personne ne les avait vus. Et c'était précisément, elle le savait, le moment où les gens devenaient les plus dangereux. Le jardin, derrière le cottage de Miss Pinkerton, bien que modeste, était soigné et ordonné, à l'image de tout ce qu'elle entretenait. Ce fut l'agent Evans qui repéra le détail le premier. Une empreinte de botte, unique, boueuse, juste près de la haie du fond, partiellement dissimulée par du lierre et des jonquilles précoces. Il fit venir Edmond Drake pour l'examiner. La correspondance semblait, au premier regard, indéniable. Taille, semelle, même l'usure légère du talon, concordèrent avec les bottes en cuir bien ciré d'Edmond. Evans arborait un air satisfait. On pourrait le situer sur les lieux. Peut-être qu'il est reparti par l'arrière plutôt que par l'entrée. Miss Marple, convoquée peu après, examina attentivement l'empreinte. Puis elle observa la zone de terre, désormais sèche mais friable. « Ce jardin n'a pas été arrosé depuis plusieurs jours, » dit-elle, « et il n'a pas plu depuis encore plus longtemps. » Evans cligna des yeux. « Mais la boue date d'au moins 3 jours, voire 4, probablement du jour où Edmond était revenu au village pour la première fois. » Elle leva les yeux, un léger sourire aux lèvres. Il est tentant de voir une empreinte et de croire qu'elle mène quelque part. Mais parfois, les traces ne vous montrent que là où quelqu'un a été, pas où il se trouvait au moment crucial. Evans acquiesça, bien que son enthousiasme en fût quelque peu refroidi. Miss Marple se retourna vers le jardin. « C'est un leurre habile, » murmura-t-elle. « Mais je commence à croire que la personne que nous cherchons est plus rusée que nous ne le pensions. » Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle dans un calme orage de réflexion. Le brouillard ne s'était pas dissipé, il s'était épaissi. Chaque réponse soulevait 2 nouvelles questions. Chaque soupçon, autrefois simple, semblait maintenant reposer sur un terrain glissant. Elle passa en revue son catalogue mental. Mrs. Blackwood avait un mobile, assurément. Une dépendance financière, une relation qui se détériorait, une inquiétude qui pouvait se transformer en désespoir. Mais était-elle réellement capable de meurtre? Ses larmes près du presbytère semblaient sincères, ou du moins trop brutes pour être simulées avec aisance. Edmond Drake, sûr de lui, évasif et bien trop présent, avait tout à gagner. Pourtant, la lettre falsifiée paraissait presque trop grossière pour un homme aussi soigneux. Ses bottes se trouvaient sur les lieux, mais pas au bon moment. Un homme d'ambition, oui, mais pas nécessairement un homme de violence. Et le vicaire, doux, consciencieux, mais curieusement silencieux sur certains points. S'il avait été près de la maison de Lavinia cette nuit-là, pourquoi le nier pour protéger quelqu'un? Et Lavinia elle-même, méthodique, fière, secrètement sentimentale, qu'est-ce qui avait changé ces dernières semaines pour provoquer un tel bouleversement? Un testament qu'elle avait l'intention de modifier, une photo retirée, des lettres envoyées, peut-être interceptées, et Claire, la mystérieuse nièce, évoquée seulement par bribes,
et dont le portrait avait disparu, un prénom que Miss Marple n'avait pas encore rattaché à un visage. Trop de fils, trop de possibilités, et pire encore, rien qui ne prouve quoi que ce soit sans l'ombre d'un doute. Miss Marple versa son thé et s'assit en silence. Au fil de ses longues années d'observation discrète, elle avait appris que la véritable culpabilité ne se cachait pas toujours. Elle persistait, dans le ton d'une voix, dans une larme effacée à la hâte, dans une contradiction que personne d'autre n'entendait. Quelque part, dans ce réseau de commérage et de deuil, quelqu'un avait dit la vérité sans le vouloir. Il ne restait plus qu'à écouter attentivement pour l'entendre. Ce fut dans le calme frais de la sacristie, au milieu des cantiques en désordre et des agenouilloirs brodés à la main, que Miss Marple demanda au révérend Calthorpe si elle pouvait consulter les anciens registres paroissiaux. Pas par curiosité morbide, assura-t-elle avec un doux sourire. Simplement un intérêt généalogique. J'ai toujours trouvé que le passé était plus fiable lorsqu'il est écrit à l'encre cléricale bien nette. Le vicaire accepta, déverrouillant le vieux meuble de chêne grinçant et disposant devant elle les registres de baptême, de confirmation et les listes de personnel des missions caritatives de l'Église. Miss Marple parcourut les pages avec la patience d'une femme qui avait autrefois trié des patrons de tricot plus complexes que n'importe quel complot criminel. Et soudain, son doigt s'arrêta. C'était là, Béatrice Blackwood, employée comme assistante de direction à la Maison Saint. Mildred, un établissement privé pour personnes âgées, à Basingstoke, fermé il y a 8 ans dans le silence d'un scandale discret, impliquant négligence de patients et décès suspects. Aucune charge n'avait jamais été retenue, mais les articles de journaux de l'époque, que la mémoire acérée de Miss Marple ramenait maintenant, avaient soulevé des questions jamais élucidées. Ce n'était pas seulement le nom qui se distinguait. C'était le fait que Madame Blackwood ne l'avait jamais mentionné. Elle avait dit au village qu'elle venait d'un établissement de soins à Harrogate, mais il n'avait jamais été question de Basingstoke. Miss Marple referma doucement le registre. À St. Mary Mead, le silence n'était jamais anodin. Une femme au passé enfoui, une femme dépendante de la bonne volonté d'une employeuse solitaire, et une femme dont les moyens de subsistance étaient sur le point de lui être retirés par le retour d'un héritier légitime. La peur, pensa Miss Marple, était souvent le mobile le plus dangereux de tous. Cela faisait plusieurs jours que Miss Marple avait remarqué l'absence de la photo sur la cheminée de Lavinia. Mais ce n'est qu'en revenant sur le sujet, autour d'un verre de sherry avec Miss Hartnell, autrefois la plus proche amie de Lavinia, que la vérité commença à prendre forme. « Oh oui, ma chère », dit Miss Hartnell, en ajustant ses lunettes avec le manège habituel des personnes pleines d'importance. C'était un charmant petit cadre en argent, n'est-ce pas? Ovale. On y voyait la sœur de Lavinia, tenant cette adorable fillette. Comment s'appelait-elle? Claire? Miss Marple acquiesça, dissimulant l'accélération soudaine de son esprit. Claire, poursuivit Miss Hartnell, c'était l'enfant que Lavinia avait presque élevé pendant un temps. Après la mort de sa sœur, le père s'est remarié et l'a emmenée sur le continent, je crois. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Miss Marple but une gorgée de sherry. « Et vous n'avez plus vu cette photo depuis la mort de Lavinia ?»« Oh non. J'en ai même parlé à Mrs. Blackwood, en fait. Elle m'a dit que Lavinia l'avait rangée. » Mais Lavinia n'était pas du genre à ranger les choses. C'était une femme de rituel, et cette photo avait toujours fait partie de l'arrangement sur la cheminée, aussi permanente que ses napperons de dentelle et sa carafe de cordial de sureau. Alors pourquoi avait-elle disparu? Pas par sentiment, assurément,
Lavinia devenait de plus en plus, et non moins, réfléchie ces derniers temps, à moins que quelqu'un n'ait voulu que la jeune fille, sur la photo, ne soit pas vue. La jeune fille, qui très probablement était l'héritière désignée par Lavinia. Pas Edmond, pas un lien de sang légal, mais un lien de sang du cœur. Miss Marple resta silencieuse, le feu crépitant à côté d'elle. La photo manquante n'avait pas été oubliée, elle avait été retirée, et pas pour être époustée. Miss Marple connaissait depuis longtemps l'art de la conversation villageoise. Le thé n'était pas simplement une boisson, c'était un sérum de vérité. Lorsqu'il était servi avec un gâteau moelleux et juste ce qu'il fallait de déférence aimable, même les lèvres les plus réservées pouvaient se délier. Ce fut lors d'un de ces après-midi chez Mrs. Partridge, dont la langue nécessitait peu de stimulation, que le détail décisif émergea. « Elle écrivait encore, vous savez, » dit Madame Partridge en sirotant son thé faiblard. « Miss Pinkerton, je veux dire, elle allait elle-même à la poste au lieu d'envoyer Molly. Elle disait que c'était de la correspondance privée. Tout cela très secret. » Miss Marple remua doucement son thé. A-t-elle mentionné à qui elle écrivait? Non, mais elle a dit quelque chose d'étrange un matin chez le maraîcher. Je lui ai proposé de porter son panier, et elle m'a regardé avec ce petit rictus, vous savez lequel, et elle a dit « J'ai une lettre à envoyer à quelqu'un qui mérite de connaître la vérité. » Miss Marple sourit doucement, bien que ses pensées fussent bien plus profondes que son expression ne le laissait paraître. Et a-t-elle déjà parlé de sa nièce, Claire? Miss Partridge cligna des yeux. Claire. Oh mon Dieu, cela fait des années que je n'ai pas entendu ce prénom. Vous ne pensez pas que... Je pense, dit Miss Marple calmement, que Lavinia avait l'intention de réparer quelque chose avant de mourir, et que quelqu'un d'autre avait l'intention qu'elle ne vive pas assez longtemps pour le faire. Le thé refroidit. La vérité, pensa Miss Marple, ne se crie pas toujours. Parfois, elle est chuchotée en passant, puis oubliée par tous, sauf par elle. L'âtre du salon de Lavinia Pinkerton était depuis longtemps éteint. Pourtant, Miss Marple, avec son œil acéré et sa mémoire encore plus aiguisée, se souvenait que le feu y avait été anormalement actif la semaine précédant la mort de Lavinia. Elle demanda un dernier accès à la maison avant que le bien ne passe entre les mains de la justice, invoquant un ancien attachement à la décoration du salon. L'agent Evans, désormais presque admiratif devant sa persévérance discrète, lui accorda l'accès sans poser de questions. La grille de la cheminée était encore couverte de suie, son fond noirci, mais non vide. Sous le tisonnier et quelques morceaux de petit bois à moitié brûlés se trouvaient plusieurs fragments de papier, recroquevillés et calcinés. Miss Marple les récupéra avec délicatesse, balayant les cendres avec son mouchoir. La plupart des écritures avaient été perdues dans les flammes, mais ici et là, un mot ou une phrase subsistait, agrippé au bord noirci. L'enfant de ma défunte sœur. Claire doit savoir. Notaire. Changement. Testament. Un coin portait les vestiges d'une adresse, juste un nom. Claire Whitmore. Et une rue à South Kensington. Miss Marple fixa les restes dans sa paume, la respiration inhabituellement courte. Ce n'était pas une lettre ordinaire, c'était l'ultime acte de conscience de Lavinia. Un adieu et une correction. Elle avait bel et bien écrit à Claire. Elle avait l'intention de la désigner comme héritière, et quelqu'un qui avait tout à perdre, avait veillé à ce que cette lettre ne soit jamais envoyée, que son contenu ne soit jamais connu. Quelqu'un qui avait accès à la cheminée, quelqu'un qui connaissait la jeune fille sur la photo, et surtout,
quelqu'un qui avait compté sur la panne, pas seulement d'électricité, mais de justice. Miss Marple plia soigneusement les restes. La vérité montait, comme la fumée de braise encore vive. Ce soir-là, de retour à Danemead, Miss Marple étendit les fragments brûlés sur une serviette de lin propre et les étudia à la lueur d'une bougie. Claire Whitmore, ce nom, autrefois vague, prenait désormais une place nette, troublante. Elle se souvenait de la sœur de Lavinia, une âme délicate et artistique, emportée jeune par une pneumonie. L'enfant Claire avait été emmenée par un parent lointain, à l'étranger. Cela avait été le sujet de murmures et de spéculations, des années plus tôt, puis cela s'était éteint, comme tant d'autres choses. Mais Lavinia, elle, n'avait pas oublié. Et désormais, la vérité avait enfin refait surface. Les formulations sur les fragments de lettres étaient « on ne peut plus claires ». Lavinia avait bel et bien l'intention de modifier son testament pour léguer son modeste héritage à Claire. Pas à Edmund, avec ses chaussures vernies et son charme creux. Pas à Mrs. Blackwood, dont la loyauté n'avait jamais été que circonstancielle, au mieux. Claire était l'héritière légitime, non seulement par sentiment, mais par volonté explicite. Et les mobiles, autrefois diffus, se clarifièrent soudain. Edmund avait tout à gagner, certes, mais il n'avait pas vraiment connu Claire. Son arrogance était bruyante, pas sournoise. Mais Mrs. Blackwood question Markel, elle était dans la maison. Elle avait probablement vu la lettre. Peut-être l'avait-elle interceptée. Peut-être même l'avait-elle lue avant que l'encre ne sèche. Elle risquait de tout perdre. Et Lavinia, aussi traditionnelle que juste, n'aurait jamais fléchi. Miss Marple resta immobile. À St. Mary Mead, les héritages ne concernaient jamais uniquement l'argent. Ils concernaient l'identité, le pouvoir, le contrôle. Quelqu'un avait tenté d'effacer Claire du tableau, au sens propre comme au figuré. Mais les fantômes de la vérité avaient persisté. Et maintenant, ils murmuraient leur retour. Miss Blackwood avait toujours semblé posée, silencieuse, dévouée. Mais Miss Marple, dans sa longue étude de la nature humaine, savait reconnaître les signes d'un esprit en déroute. Elle avait vu le lissage d'un tablier un peu trop fréquent, les regards fuyants, les déclarations trop soigneusement formulées. La culpabilité réprimée avait un rythme, une immobilité étrange ponctuée de petits gestes saccadés, mais plus révélateur encore avait été sa farouche volonté de protéger les effets personnels de Lavinia. Elle n'aurait pas voulu que des étrangers fouillent dans ses affaires, avait-elle dit lorsque le vicaire avait proposé son aide pour cataloguer le contenu du salon. C'était une femme très privée. Miss Marple comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas de dignité, mais de peur. La photo, la lettre, le chauffage, à gaz, de petites et choses, mais qui racontaient une grande histoire. Une femme qui avait servi pendant des années dans une obscurité relative, toujours assez proche pour profiter, jamais assez pour vraiment compter, jusqu'à ce que l'attention de Lavinia se tourne ailleurs, vers une héritière qui avait été absente trop longtemps et qui, à présent, revenait. La sécurité à laquelle Madame Blackwood s'accrochait allait disparaître. Miss Marple croisa les mains. Le crime n'était pas né de la haine. Il était né du désespoir, du silence, d'une femme solitaire voyant son monde se rétrécir jusqu'à n'offrir qu'une seule issue. Et elle l'avait prise. Miss Marple, à la différence d'autres enquêteurs, ne s'appuyait pas sur la menace ou la contrainte. Elle croyait aux confrontations douces, aux miroirs, pas aux accusations. Les gens, disait-elle souvent, ne confessaient pas parce qu'ils étaient acculés, mais parce que, enfin, quelqu'un comprenait pourquoi ils avaient agi ainsi. Cet après-midi-là,
Elle demanda un petit service à l'agent Evans, une réunion. Une simple réunion informelle dans le salon du presbytère. Pas de convocation officielle, pas de langage juridique, juste du thé et de la compagnie. Les invités, Edmund Drake, le révérend, et Mrs. Calthorpe, Mrs. Partridge et surtout Mrs. Blackwood. Ils arrivèrent à l'heure. Edmund avait l'air blasé, Mrs. Partridge curieuse. Mrs. Blackwood portait son masque habituel de chagrin patient. Miss Marple les accueillit chaleureusement, puis s'assit près du feu et commença à parler, non pas de crime ou de mobile, mais de la photo de Lavinia. C'était une image si précieuse, dit-elle, la voix douce, celle de sa sœur et de la petite Claire. J'ai toujours trouvé touchant que Lavinia la garde sur la cheminée, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, bien sûr. Personne ne répondit. Miss Marple esquissa un léger sourire. Et puis j'ai trouvé la lettre, celle que Lavinia avait écrite à Claire, celle que quelqu'un a brûlée. La tasse de Madame Blackwood trembla, imperceptiblement, sur la soucoupe. Je me suis demandé, poursuivit Miss Marple, toujours tournée vers elle, pourquoi quelqu'un ferait autant d'efforts? Et j'ai pensé, peut-être est-ce parce que certaines personnes ne comprennent la valeur d'un avenir, que lorsqu'il est sur le point de leur échapper. Le silence fut total. Miss Blackwood ne dit rien, mais elle n'en avait pas besoin. La vérité s'était installée, discrète, inévitable. Et Miss Marple savait que la fin était proche. L'invitation avait été rédigée avec soin, comme Miss Marple les préférait. Rien d'alarmant. Aucune mention d'enquête ou d'accusation. Simplement une demande de se réunir dans le salon du presbytère pour discuter des affaires de Miss Pinkerton, de son testament, de ses volontés, et peut-être de quelques détails administratifs restants. Ils vinrent tous. Edmund Drake arriva avec l'air las de celui qui se croit au centre de l'attention. Le révérend Calthorpe portait une expression de préoccupation silencieuse, tandis que son épouse, vive et attentive, avait emporté sa broderie. Miss Partridge semblait à peine capable de contenir son excitation, affirmant qu'elle sentait quelque chose dans l'air depuis des jours. Et enfin, Miss Blackwood, toujours composée mais pâle, entra la dernière, jetant un bref regard à l'agent Evans, debout discrètement dans un coin. Miss Marple attendit que le thé fût servi avant de commencer, non pas par une accusation, mais par un souvenir. « Je pensais à Lavinia l'autre jour, » commença-t-elle doucement, et à quel point elle était fière de sa famille, particulièrement de sa sœur, aujourd'hui disparue. Un murmure traversa la pièce. Personne ne l'interrompit. Et bien sûr, poursuivit Miss Marple, elle gardait cette charmante photo sur sa cheminée. Pendant des années, sa sœur et la petite Claire. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Miss Blackwood se raidit légèrement. Elle a disparu juste avant la mort de Lavinia, dit Miss Marple d'une voix inchangée. Et quelque chose d'autre a disparu aussi. Une lettre? Le silence tomba sur la pièce. Miss Marple reposa délicatement sa tasse de thé. Une lettre destinée à Claire. Une lettre qui n'a jamais été postée. Elle sortit de son sac un petit paquet, soigneusement enveloppé dans un mouchoir de lin. À l'intérieur se trouvaient les fragments calciniques qu'elle avait récupérés dans la cheminée de Lavinia. Elle les déposa avec précaution sur la table du presbytère, les bords brûlés, se recroquevillant vers le haut comme les derniers soupirs de quelque chose que l'on avait voulu faire taire. « Claire Whitmore, dit-elle, la nièce de Lavinia, la fille de sa sœur, la jeune fille sur la photo. Lavinia lui avait écrit, vous comprenez? Elle voulait la retrouver, la ramener dans sa vie. Elle avait des regrets, je crois, des années de silence et une volonté à la fin de réparer.
Miss Blackwood remua sur sa chaise. « J'ai trouvé ces morceaux dans l'âtre, » poursuivit Miss Marple. « Pas entièrement brûlés, très révélateurs et très clairement adressés. » Elle s'interrompit, laissant le poids du moment s'installer. Si Claire avait reçu cette lettre, je suis convaincu qu'elle serait revenue. Et le contenu du testament de Lavinia, en cours de modification, aurait pris une autre direction. Miss Partridge eut une inspiration aiguë. « Au lieu de cela, dit Miss Marple calmement, Claire n'a rien reçu, parce que la lettre a été interceptée. Elle n'était pas censée lui parvenir. » Edmond fronça les sourcils. « Mais qui aurait... » Miss Marple regarda directement Mrs. Blackwood. Quelqu'un qui comprenait la portée de cette lettre, qui savait ce qu'elle représentait pour son propre avenir, et qui ne pouvait se permettre d'être remplacé. Miss Blackwood ne dit rien, mais ses mains, autrefois si stables, tremblaient maintenant sur ses genoux. Elle s'était confiée au révérend Caltrop, dit Miss Marple en se tournant doucement vers le vicaire. Vous avez confirmé qu'elle était troublée, qu'elle cherchait à faire amende honorable. Il hocha la tête gravement. Elle voulait régler ses affaires. Je ne lui ai pas demandé de détails. Et bien sûr, continua Miss Marple, le notaire a reçu une lettre, sans doute un faux, affirmant que Lavinia voulait modifier son testament. Mais elle était vague. Délibérément, je pense, une façon d'embrouiller les choses au cas où la vérité viendrait à émerger. Elle regarda autour d'elle. Lavinia avait pris sa décision. Claire devait hériter du cottage et de ce qui restait de son patrimoine. Edmond, je crains que vous n'auriez reçu que peu, voire rien du tout, et Mrs. Blackwood, malgré ses longues années de service, n'avait jamais eu la promesse de plus qu'un confort temporaire. Edmond laissa échapper un long sifflement, difficile à interpréter entre la surprise et le soulagement. Miss Marple poursuivit. Mais quelqu'un a agi avant que ce changement ne soit finalisé, avant que Claire ne puisse répondre, avant que justice ne soit rendue. Elle marqua une nouvelle pause. C'est ce qui rend cette affaire si tragique. Pas la rage, pas la haine, mais la peur de perdre, la peur d'être oubliée. Et dans cette peur, pensa-t-elle en silence, s'était enraciné le meurtre. Le regard de Miss Marple se fixa de nouveau sur Mrs. Blackwood, dont la contenance s'effilochait comme une dentelle trop proche des flammes. « Vous avez vu la lettre ?» dit Miss Marple doucement. « Peut-être par hasard, peut-être non. Vous l'avez lue, vous avez compris ce qu'elle signifiait, le nom de Claire, son retour, rien ne prêtait à confusion. » Elle croisa les mains sur ses genoux, sans hostilité. « Mrs. Blackwood, vous vous étiez habituée à votre vie. Ici, une chambre à vous, des repas servis, un certain respect. Mais avec l'arrivée de Claire, cette sécurité allait disparaître. Vous seriez partie, seule de nouveau, rejetée. Je peux comprendre cela. » La pièce était figée. La voix de Miss Marple s'adoucit encore. « Alors vous avez agi, pas avec violence au départ, mais avec intention. Vous avez pris la lettre, vous l'avez brûlée, vous avez enlevé la photo, et lorsque Lavinia a insisté pour en poster une seconde, peut-être dès le lendemain, vous ne pouviez plus courir ce risque. » Les yeux de Mrs. Blackwood brillaient de larmes retenues. Vous avez attendu la panne, vous connaissiez sa routine, l'escalier, les somnifères, vous l'avez poussée. Puis vous avez arrangé la scène pour faire croire à une confusion, allumer le chauffage, laisser l'obscurité parler d'elle-même. La voix de Miss Marple, bien que douce, était désormais définitive. Elle est morte, non pas uniquement de sa chute, mais de sa confiance. Et cela, Miss Marple le savait, était la plus cruelle des trahisons. Miss Marple se redressa dans son fauteuil, les mains croisées, sa voix toujours calme,
mais désormais empreinte de certitude. La panne vous a offert une couverture idéale, dit-elle en s'adressant directement à Miss Blackwood. Le village y était déjà habitué, personne n'y a vu malice. Vous avez attendu que Lavinia monte se coucher, son somnifère probablement en main, et lorsque qu'elle a atteint la 4e ou 5e marche, vous avez agi. Les mains de Mrs. Blackwood, toujours serrées dans son giron, ne bougèrent pas. Il n'y avait aucune ecchymose sur ses bras, aucune trace de lutte. Vous n'en aviez pas besoin. Un simple geste, juste assez pour la faire basculer. Et puis, une fois qu'elle ne bougeait plus, vous avez allumé le chauffage à gaz. Quelques regards, intrigués, s'échangèrent dans la pièce. Miss Marple expliqua. En l'allumant, vous avez brouillé les repères temporels autour de l'heure de la mort. La chaleur ambiante suggérait qu'elle était restée éveillée plus longtemps, qu'elle était encore vivante lorsque la panne est survenue. Le médecin ne s'est pas posé de questions. Personne d'autre non plus. Mais moi, cela ne m'a jamais semblé juste. L'agent Evans réagit au moment où le chauffage à gaz fut mentionné. Elle ne l'utilisait jamais, dit Miss Marple. Elle détestait l'odeur. Elle s'en remettait toujours à son chauffage central. Et pourtant, il était allumé. Seule une autre personne pouvait l'avoir mis en marche. Quelqu'un qui voulait faire croire que Lavinia était simplement tombée, tard dans la nuit, peut-être étourdie par ses médicaments. Elle s'interrompit. Seule une personne connaissant parfaitement la maison pouvait avoir mis en scène tout cela avec tant de soin, tant de discrétion. Miss Blackwood émit un faible souffle, mais ne nia pas. Dans le silence qui suivit, l'illusion d'un accident s'effondra enfin. Et enfin, reprit Miss Marple, le regard fixe, il y a la photo disparue. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Ce cadre en argent, dit-elle doucement, était à sa place depuis plus de 10 ans. La sœur de Lavinia, assise sur un banc de jardin, tenant la petite Claire dans ses bras. Ce n'était pas une photo remarquable, sauf si l'on savait ce qu'elle représentait. Elle balaya la pièce du regard, mais elle a disparu dans les jours précédant la mort de Lavinia. Pas égarée, pas rangée, retirée. Edmund se remua, mal à l'aise. Peut-être que Lavinia l'a enlevée elle-même? Miss Marple secoua doucement la tête. Et non, monsieur Drake. Elle parlait justement à nouveau de sa sœur ces derniers temps, des regrets, des souvenirs. Elle renouait avec le passé, pas pour le cacher. Elle se tourna de nouveau vers Madame Blackwood. Mais vous aviez toutes les raisons de faire en sorte que personne ne regarde cette photo de trop près. Parce que Claire y était facilement reconnaissable. Et si cette photographie avait été montrée au notaire, ou à Claire elle-même, si elle était revenue, cela aurait confirmé le lien familial, prouvé les intentions de Lavinia. Miss Marple fit une pause. Ce cadre n'a pas été retiré par sentiment. Il l'a été pour obstruer, pour effacer, pour gagner du temps avant que la vérité ne vous rattrape. Le visage de Madame Blackwood se décomposa, un mélange de chagrin et d'autre chose, de la résignation. « Vous n'étiez pas mauvaise, » dit doucement Miss Marple. « Vous étiez effrayée, mais la peur, quand elle se mêle à la jalousie et à l'instinct de survie, peut pousser même les âmes les plus décentes à des actes impardonnables. » Elle baissa les yeux sur ses mains croisées. Lavinia aimait l'ordre dans son jardin, dans sa maison, dans sa conscience. Et maintenant, pensa Miss Marple, cet ordre avait été rétabli par la vérité, même si elle était venue enveloppée de silence, de suie et d'argent. Il n'y a su ni lutte ni protestation, seulement un effondrement discret des épaules, comme si quelque chose, au fond de Mrs. Blackwood,
venait enfin de céder. « Je ne voulais pas, dit-elle à peine, dans un souffle. Je voulais seulement lui faire peur, la retarder. Je ne pensais pas. » Sa voix se brisa, et ses yeux se remplirent d'air de larmes sincères. Miss Marple, calme et constante, ne répondit pas. Elle avait déjà vu cela, cet instant où la culpabilité balaye les défenses, où la peur se fond dans le remords. « J'ai donné ma vie à cette maison, » murmura Miss Blackwood, à elle. Et puis je l'ai entendu, parler de Claire, écrire des lettres, tout changer, comme ça, après toutes ces années. Le révérend Caltrop s'avança, le visage grave, mais empreint de bonté. « Vous avez fait un mauvais choix, » dit-il doucement. « Mais vous n'êtes malé pas seul à l'avoir fait. » Miss Blackwood hocha la tête, les yeux embués. « Je croyais que si j'avais un peu de temps, si je pouvais juste arrêter les choses, alors peut-être... » Mais le temps, Miss Marple le savait, ne lui appartenait déjà plus. Ce n'était pas la haine qui l'avait poussé, c'était la terreur de redevenir invisible, et dans cette peur, elle avait choisi le silence plutôt que la vérité, un silence qui avait coûté la vie à Lavinia. Mais maintenant, au moins, la vérité avait retrouvé sa voix. L'agent Evans, bien que visiblement ébranlé, accomplit son devoir avec un étrange mélange de réticence et de respect. Il s'avança, murmura les formalités, et attendit que Madame Blackwood se lève sans résistance. Son expression n'était ni fière, ni honteuse. Elle était lasse, comme si le poids de son secret avait enfin brisé les dernières forces qui lui restaient. Le salon tomba dans un silence absolu. Pas tout à fait de la stupeur, mais une forme de recueillement. Miss Partridge essuya ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Le révérend Caltrop incline la tête. Même Edmond, si récemment gonflé d'assurance, eut la décence de détourner les yeux, au moment où Madame Blackwood passa près de Miss Marple en se dirigeant vers la porte. Elle s'arrêta un instant. « Je suppose que vous le saviez depuis le début, » dit-elle doucement. « Non, » répondit Miss Marple, « seulement morceau par morceau. C'est ainsi que la vérité vient, doucement, mais avec persistance. » Il n'y eut pas de réponse. Seulement le bruit de la porte qui s'ouvrit, puis se referma. Un instant plus tard, le gravier craqua sous les pas, alors que l'agent Evans emmenait sa prisonnière vers la voiture de patrouille. Et ainsi, le chapitre le plus sombre de l'histoire récente de Seine. Mary Mead se referma, en silence. Il fallut plusieurs semaines avant que Claire Whitmore n'arrive à Seine. Mary Mead. Elle descendit du train sans ostentation, ni dramatique, ni particulièrement remarquable. Mais elle dégageait une grâce naturelle et une intelligence dans le regard qui témoignait d'une vie acquise de haute lutte. Miss Marple l'accueillit sur le quai avec un sourire. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle doucement, « mais j'étais une amie de votre tante. » Claire cligna des yeux, surprise. « Tante Lavinia, je ne savais pas qu'elle se souvenait de moi. » « Elle s'en souvenait, » répondit Miss Marple en lui tendant le bras, « jusqu'au bout. » Dans les jours qui suivirent, Claire fut présentée au vicaire, au notaire et au petit cottage qui lui appartenait désormais. Elle le parcourut à pas feutrés, effleurant les meubles dont elle n'avait que de vagues souvenirs, s'attardant sur une tasse encore posée sur une table d'appoint. « On m'a dit qu'elle m'avait écrit, » confia Claire un matin, « mais je n'ai jamais rien reçu. » Miss Marple, toujours délicate avec ce genre de vérité, se contenta d'un hochement de tête. Les lettres se perdent parfois, mais ce qui compte, c'est que vous soyez ici maintenant. Edmond Drake, soudainement déshérité, quitta le village sans éclat. Il y eut des murmures sur des dettes, des déceptions, mais personne ne le regretta.
et ainsi, le testament fut modifié. La maison passa entre de nouvelles mains. Le nom Whitmore remplaça Pinkerton sur le portail, et la justice, dans son calme infaillible, avait enfin trouvé son chemin. L'affaire close, les habitants de Seine, Mary Mead, reprirent leurs habitudes avec un zèle renouvelé. Les coupures d'électricité, apprit-on, étendues à une boîte de dérivation corrodée, réparées rapidement, sans drame. La préparation de la fête paroissiale reprit. Le marchand de fruits rouvrit avec une nouvelle présentation de pommes, et le cottage Pinkerton, devenu le cottage Whitmore, devint une source de curiosité fraîche plutôt que de soupçons murmurés. Mais s'il y avait bien une chose qui avait changé, c'était le regard que l'on portait désormais sur Miss Marple. On l'avait toujours considérée comme futée, bien sûr, observatrice, inoffensive. Mais à présent, une autre note s'était glissée dans les salutations. Plus douce, plus respectueuse, on lui faisait un signe de tête dans la rue, on lui offrait le premier choix à la vente de gâteaux, et on y réfléchissait à 2 fois avant de balayer ses questions tranquilles, car on avait vu ce qu'elle était capable de faire, avec rien d'autre que des tasses de thé, des aiguilles à tricoter et un esprit affûté comme un rasoir. Un après-midi, Miss Marple était assise dans le jardin du presbytère, aux côtés du révérend Caltrop, regardant la lumière du soleil danser sur l'herbe entre les haies. « Ce n'était pas une femme mauvaise, vous savez, » dit-elle doucement. Mrs. Blackwood, juste, effrayée. Le vicaire hocha la tête. La peur fait plus de mal que la haine, bien souvent. Surtout quand elle s'installe lentement, silencieusement. Miss Marple sembla pensive. Les gens pensent toujours que la méchanceté est bruyante, mais en réalité, ce sont les peurs silencieuses, la peur d'être oubliée, remplacée, mise de côté, qui fermentent dans l'ombre. Il lui proposa un autre biscuit, qu'elle refusa poliment. « Je pense, » ajouta-t-elle, « qu'au fond, Lavinia aurait pu lui pardonner. Elle connaissait bien la peur, elle aussi. » Le jardin bruissa comme en accord, et alors que Miss Marple se leva, prête à retourner à ses rosiers, les lumières du presbytère vacillèrent doucement, puis brillèrent, stables et chaudes. Saint Mary Mead, enfin, n'était plus dans le noir, et cela, à tous les sens du terme, dans les recoins tranquilles de Saint. Mary Mead, ce n'était ni la haine ni la cupidité qui avaient conduit à un crime soigneusement orchestré, mais quelque chose de bien plus humain, la peur d'être oubliée, la peur de perdre sa place. Alice Blackwood n'était pas une méchante, au sens traditionnel. C'était une femme poussée au désespoir par l'érosion lente de sa sécurité, et en voulant à tout prix retenir une vie qu'elle croyait méritée. Elle avait franchi une ligne irréversible. Miss Marple ne poursuivait pas la justice par la force. Elle laissait la vérité émerger doucement, comme la lumière qui dissipe la brume. Et peut-être est-ce là sa vraie force, sa compréhension que ce ne sont pas toujours les ténèbres du mal qui nous guettent, mais bien le tremblement discret de ceux qui craignent d'être laissés derrière. Et vous, si vous aviez été à la place de Lavinia, auriez-vous vu venir la trahison de quelqu'un que vous croyiez proche? Ou mieux encore, pensez-vous que Claire avait besoin de connaître toute la vérité sur son héritage? Je serais ravi de connaître votre avis sur cette histoire. Le rebondissement vous a-t-il surpris? Éprouvez-vous de la compassion pour Mrs. Blackwood, ou pensez-vous que justice a été rendue, justement? Laissez vos réflexions et théories en commentaire. Et n'oubliez pas de répondre à la question du mystère. Vos idées font toujours naître des échanges passionnants. Si vous avez aimé replonger dans l'univers de Miss Marple et des mystères classiques, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires lentes, profondes et savoureusement britanniques.
Et si vous connaissez un amateur de romans policiers vintage, d'intrigues intelligentes ou d'ambiances feutrées à l'anglaise, partagez cette histoire avec lui. Résoudre un mystère, c'est toujours mieux à plusieurs. Merci de votre écoute. Et jusqu'à la prochaine enquête, gardez l'œil ouvert. La plus petite piste cache souvent le plus grand secret.